C'est fait? Enfin, je peux, si tu veux, introduire la grande thématique du séminaire de ce soir, qui a été superbement illustrée par l'affiche que nous a concoctée Anne, qui est issue d'une de tes réflexions sur l'alcool et les femmes, autrement dit sur la particularité de l'addiction alcoolique chez les femmes et qui révèle, dévoile quelque chose de très particulier et qui n'a rien à voir avec l'addiction alcoolique chez les hommes. Différente. C'est donc de cela que Gérard va nous parler ce soir, entre autres. Je ne vais pas en dire plus parce que... Est-ce que je vais te contredire? Parce qu'il va me contredire, vous avez tout compris, donc je vais me taire comme ça, je vais éviter de m'entendre dire que c'est pas ça. Si, c'est... Oui, donc c'est notre dernière réunion de cette année. Nous avons, avant d'aborder le sujet de ce soir, comme vous savez, nous faisons un petit peu de ce qu'on a appelé les chroniques du mois. Depuis le mois dernier, il s'est passé un certain nombre de choses. Malheureusement, j'avais tout noté, et puis ça, la feuille est restée sur mon bureau. Donc, je vais utiliser ma mémoire pour... Il y a d'abord eu, vous savez, cette association a commencé très modestement. Nous étions 4 personnes, et on ne savait pas... Moi, j'étais partisan depuis le départ à commencer modestement. Comme je l'avais dit, je porte comme ça, comme devise, une phrase que m'avait dite Jacques Lacan. Ce que vous faites, c'est modeste, mais c'est pas mal. Alors je reste dans ce style, modeste et pas mal. Si on peut, le pas mal. Donc finalement, vous avez été assez nombreux à vous intéresser à cette démarche. Donc on avait créé une espèce de fausse association qui s'appelait les Amis de l'IGH. Qui n'a... Vous êtes seul? Ah. Qui n'avait pas de statut particulier, juridique, mais qui permettait en quelque sorte de... Alors, ces gens qui ont eu le plaisir et l'honneur d'adhérer à cette fausse association qui s'appelle les Amis de... Nous avons, au cours de la précédente réunion du bureau, qui d'ailleurs, au départ, le bureau et l'association se confondaient. On ne voulait pas avoir des histoires avec les assemblées générales, où des fois il y a toujours des choses plus ou moins... Donc nous avons pensé, à partir de maintenant, là, que ceux qui ont été qui ont soutenu ce projet depuis le départ, enfin le départ ou après, désormais, s'ils le souhaitent, feront partie de cette association, qui s'appellera donc... ça implique des choses graves pour eux, puisqu'ils vont faire partie, c'est pas rien d'adhérer à quelque chose. Et pour souligner la gravité de l'acte, on va leur augmenter la cotisation, avec une cotisation pour couple, pour ceux qui seraient en couple. Donc, si vos conjoints veulent venir adhérer, on a un tarif spécial couple. Donc voilà, la réorganisation de cette... déjà la dernière réunion que nous avons faite. Alors quand il y a une association, il faudra qu'il y ait une assemblée générale avec un rapport financier, moral et tout ça. Et puis avec un vote pour élire le bureau. Probablement, il y aura une proposition du bureau sortant, et puis vous voterez pour ou contre. Il y aura des candidats, peut-être. Ça sera bienvenu. Bref. D'ailleurs, le bureau, nous avions coopté 2 personnes à la réunion qui ont failli arriver en retard, n'est-ce pas n'est-ce pas, Gabriel? Nous sommes, voilà. Le bureau, maintenant, est formé de 6 personnes, avec Gabriel Verret et Christiane, qui ont des fonctions dans ce bureau, qui sont encore... en particulier du côté de peut-être avoir un petit bulletin, publication. Gabriel Verret est très rompu à tout ce qui est publication, édition, puisqu'il a blanchi sous le harnais des maisons d'édition. Et puis, notre Myriam nationale, manifestation sur
YouTube sont très remarqués. Elle a un souhait, c'est que nous ayons, pas tout de suite, dans le courant de l'année, le plus tard peut-être, nous fassions notre premier colloque sur les questions que nous débattons ici. À part ça, je vais rabâcher des choses que vous savez, à savoir que... Est-ce que je peux juste ponctuer Oui, avant que tu passes à ton deuxième point? Je voudrais juste souligner que ce qui vient d'être dit et qui semble un peu administratif ou rébarbatif est surtout le témoin d'un fonctionnement institutionnel qui est d'emblée présent et une volonté et un souhait de Gérard Haddad d'avoir un fonctionnement ouvert. Parce que tous les gens qui soient membres participent à l'Assemblée Générale et deviennent membres à part entière de ce que nous avons fondé, c'est une volonté de ne pas répéter ce qu'il a pu traverser à d'autres époques, à diverses occasions dans les institutions psychanalytiques. Et je voudrais juste voilà, ponctuer que nous avons un fonctionnement qui se veut des plus tranquilles, des plus sereins, des plus ouverts, des plus partagés. Plus serein, c'est ça qui est bien. Ben oui, des plus sereins. Et que cette introduction d'allure administrative est en fait une introduction vraiment à qu'est-ce qu'institutionnellement nous sommes, qui nous sommes, les uns vis-à-vis des autres. Voilà, parenthèse fermée. Toute association, loi 1901, est tenue de faire une assemblée générale, ça n'a rien de particulier. Ceci dit, moi je pense que ces quelques phrases que j'ai prononcées, pour moi, ont presque émouvantes, parce que quand même, réussir à avoir donné du corps à un projet, c'est pas rien, tout modeste soit-il. Alors, je voulais également ajouter que, autre point qui s'annonce, vous savez qu'un des sujets qui me tient à cœur, c'est le dialogue entre les juifs et les musulmans. On passe notre temps à nous entretuer. Ça m'est insupportable. Il y a une atmosphère parisienne totalement délétère, que comme je suis un périphérique, comme l'a dit quelqu'un, de cette périphérie. Donc, comme vous le savez, certains en tout cas, je publie au mois d'octobre un livre précisément sur ces questions. Titre provisoire, Ismaël et Isaac. Ismaël étant supposé être l'ancêtre des musulmans, bien que ce nom était très admiré et très apprécié dans le monde talmudique, et Isaac étant supposé être l'ancêtre des Juifs. Alors, le musée d'art et du judaïsme m'a fait le plaisir d'accepter que nous organisions une conférence, un débat, une discussion. Qui dit débat ne dit pas forcément conflit. Ce débat aura lieu au mois de janvier avec un éminent islamologue qui s'appelle Ghaleb Bencher, qui fait l'émission Culture d'Islam, je crois, sur France Culture, qui fait aussi l'émission, mais qui est aussi le petit-fils de Ghaleb Bencher, dont je ne connais pas le prénom, et qui est le traducteur du Coran en français dans l'édition Pléiade, parce qu'il y a un grand nombre de traductions, il y a celle de Masson, il y a celle de ce Bencher, il y en a d'autres, il y en a une... Jalal-ed-Din. Comment? Jalal-ed-Din Bencher. C'est le traducteur de la Pléiade. Autre chose que nous avons débattu dans notre réunion, c'était la question du Moïse. La question de Moïse est très, très essentielle dans toutes ces questions, dans la psychanalyse, je veux dire, pas seulement, mais on sait l'importance que Freud accordait à cette question. Et nous essaierons l'année prochaine. Il se trouve qu'il y a une espèce de multiplication des biographies de Moïse, journalistiques. Il y en a une de Jean-Luc Alouche, qui travaille journaliste. Il y en a une de Athias, Jean-Christophe. Et là, j'ai retrouvé le père de l'Église qui a écrit une biographie de Moïse. Il s'appelle Grégoire de Nice.
Je l'ai retrouvé, il m'est sorti de ma bibliothèque. Alors, si vous voyez ma bibliothèque, vous auriez peur tellement c'est le bordel. Et je ne sais pas comment il se fait. Grégoire Denis a dit non, je suis là. Il est sorti tout seul de la. Donc, l'année prochaine, nous avons convenu de mettre à l'étude un peu ce personnage de Moïse, à travers aussi bien ses dimensions juives, musulmanes et chrétiennes. Voilà, pour vous tenir au courant de ce que nous avons. Alors on va aborder le sujet de ce soir, n'est-ce pas, qui est très important pour moi, qui est fondamental, qui est cette question du nom du Père. Quand je pars toujours de mon rapport à cette aventure que j'ai eue avec Jacques Lacan. Avec Jacques Lacan, mon aventure a tourné autour de deux thèmes. Le premier, celui qui m'a sauté, si je puis dire, à la figure au départ, a été la question du stade du miroir. Du stade du miroir, dont il semblerait que lui-même l'a repris à Henri Vallon. Il y a un collègue qui s'appelle Le Goffet, qui a écrit un livre où il a été retrouvé les sources valloniennes de cette histoire. Moi, ça m'avait, je ne sais pas, ça m'avait fortement aimanté, si je puis dire, à tel point d'ailleurs que quelques mois après le début de mon analyse, j'ai écrit un texte qui a disparu, enfin je ne sais pas où il a disparu, qui s'appelait, j'étais à l'époque encore très engagé dans le communisme, et ça s'appelait La littérature dans l'idéologie. La littérature comme miroir des sociétés. Je l'avais envoyé à Tusser, à l'époque avec qui j'étais en relation, et il a fait publier ce texte dans une revue tout à fait honorable qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe toujours, La Pensée. Je pense la revue du rationalisme moderne, on l'appelait. C'était la revue des intellectuels communistes, Jean-Pierre, je ne sais pas s'il y avait Jean-Pierre Vernant, je crois, au départ, bref. Et le deuxième thème, alors, qui a été extrêmement prégnant, ça a été la question de cette histoire du nom du Père. Il est évident que derrière cette expression assez confuse, finalement, autour de laquelle on dit beaucoup de choses fausses, probablement c'est ce qui c'est pour moi une sorte de retour à ma culture d'origine. Ma culture, si on peut appeler ça ma culture, parce que je ne sais pas quelle est votre culture à vous, mais la mienne est vachement bariolée. Hein. Entre un peu de judaïsme, un peu de tout, l'Italie, la France, etc. Culture islamique, tout ça fait cette culture composite qui est, je crois, celle de la plupart des contemporains. Cette histoire de nom du Père a joué un rôle capital dans le parcours de Lacan, puisque, disait-il, dans le séminaire 11, c'est à cause de cela, de ce projet qu'il avait émis à partir du séminaire L'Angoisse, séminaire numéro 10, qu'il allait, l'année d'après, faire ce séminaire sur les noms du Père, et qu'il aurait été, comme il dit, excommunié, chassé de l'IPA. Enfin, il faut savoir exactement, il n'a pas été chassé de l'IPA, on lui a dit, vous pouvez toujours être membre de l'IPA, payer vos cotisations, qui étaient très élevées, mais vous ne serez plus didacticien, vous ne pourrez plus former d'analyste. Alors qu'il avait formé tous les gens de l'APF, les Laplanche, Pontalis, Anzieux, les petits Quanti, et l'autre, je me disais, Vide-Locher. Donc c'est quand même une question. Et moi, à un moment donné, je lui ai demandé, c'était à la fin du séminaire qui s'appelait Encore. Moi, j'étais pas là, d'ailleurs, je me suis absenté le dernier quart d'heure parce que j'avais un examen. Je devais aller à Arcueil passer mon examen en médecine, un de mes examens. Mais j'avais été là toute la séance jusqu'à 2h moins quart, je sais pas. J'ai demandé à des amis qu'est-ce qu'il a dit le dernier quart d'heure quand même. Et elle m'a dit, il ne sait pas s'il va revenir, mais celui qui l'aime le plus, devinera s'il revient. Bon. Alors moi je lui ai dit, je ne sais pas si je suis celui qui vous aime le plus, bien que c'était mon idée, mais je ne vous demande pas de ne pas jouer machin. Faites-nous le plaisir de faire en phase ce séminaire sur les noms du Père. Là, pourquoi vous nous faites
cette crise de nerfs, là, je ne vais pas vous le faire, gna gna gna, vous avez été méchant, je ne vous le fais pas. Non, c'est pas comme ça que je lui parlais. Hein. Mais faites-nous ce séminaire. Et évidemment, l'année d'après, le mois d'octobre, septembre, octobre, tous les membres de l'école freudienne recevaient une circulaire qui annonçait le séminaire d'Alcan. Quand j'ai reçu, j'ai vu, j'ai dit, mais non, bon, d'accord, il n'a pas tenu compte de mon... C'était évident, moi, de toute façon, je m'y attendais. Et puis, en relisant le truc, les noms du père, je dis, mais c'est les noms du père, ce truc-là, c'est un jeu de mots. Ça. Donc, pour moi, je l'appelle, ce séminaire est quelque part mon séminaire. Ça énerve les gens, vous ne pouvez pas savoir. Alors, il y a énormément de malentendus sur ce concept. On dit n'importe quoi. Par exemple, souvent la confusion entre patronyme et nom du père. Ce que Lacan appelait le nom du père, c'est pas le patronyme, bien qu'il y a quelques relations, bien sûr, à un certain niveau. Avant d'avancer, avant d'être plus précis là-dessus, on va faire quand même, essayons de... Il est toujours bon d'essayer de retrouver le processus, une notion, un concept est venu au jour. Donc faire un peu de l'histoire de cette affaire. Et la première fois que ça apparaît, cette notion, ça apparaît dans un séminaire, qui est le séminaire 3, le séminaire sur les psychoses, qui pour moi est un texte d'une richesse prodigieuse. Chaque fois que quelqu'un me demande « Et si je devais en lire qu'un seul, qu'est-ce que vous me conseillerez ?» Alors souvent les gens disent le 11, parce que le 11, les 4 concepts, ça fait un peu académique, un petit coup sur la pulsion, un petit coup sur le transfert. Et moi je dis toujours, lisez le séminaire sur les psychoses. Et j'ai pas pu le relire entièrement, mais je l'ai quand même, je l'ai souvent lu, quoi. Bon, ces derniers jours, j'ai essayé d'en relire quelques bouts. Je ne sais pas pourquoi, mais ce texte m'est apparu comme une sorte de bouillonnement intellectuel. Comme s'il y avait quelque chose, et qui est inachevé aussi, une sorte de quelque chose qui veut naître, qui est en train, c'est vraiment, lisez-le, c'est une pensée qui est en train de se faire, quoi. Un work in progress, comme ça. Et on le voit bien, d'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, bon, c'est pas lui qui l'a écrit, enfin, celui-là, quoi, c'est Jacques Alain Miller, c'est apparu juste après sa mort. Et une fois il met le nom du père avec majuscule, une fois il y a des minuscules, il y a tout un embrouillamini, est-ce qu'il faut une majuscule? Ça a été d'ailleurs, à l'époque j'étais membre de l'école de la cause, il y a quelqu'un qui lui a dit page machin vous mettez une minuscule, page XY vous mettez une majuscule. Ah, quel bon lecteur vous faites. Alors, est-ce qu'il a cochonné son travail, le monsieur Miller, ou bien est-ce qu'il y a là derrière quelque chose d'autre? Général, je pense qu'il a substitué ce concept de nom du père à celui de Freud, qui est l'Oedipe. Le nom du père, c'est l'Oedipe, tout simplement. Le nom du père, c'est l'opérateur, un certain opérateur. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de lire quelques petits bouts. Alors, si vous avez l'édition d'origine, j'imagine que vous avez l'édition de poche, mais dans l'édition, l'autre, la grande, là, enfin... Lui, il n'existe pas en poche, je crois. Il n'existe pas en poche? Je crois que Non, si. je crois pas. Ah bon? Non, je me trompe peut-être, mais ça m'étonne. En tous les cas, quand on a des yeux vieillissants, il vaut mieux avoir l'édition d'origine. Les caractères sont plus qui ont été réduits. Pardon? Les écrits qui ont été réduits. Les écrits, les séminaires, ils n'ont pas paru en poche? Pas tous. Quelques-uns. Quelques-uns, oui. Et pas les psychos. Mais pas le 3, je crois pas. D'accord. Alors, c'est le sens même du complexe d'Oedipe. Ça, je suis en train de lire. C'est la page 111. Le complexe d'Oedipe veut dire que la relation imaginaire, conflictuelle, incestueuse en elle-même, est vouée au conflit et à la ruine. Le complexe d'Oedipe, laissé à lui-même, si on peut dire, est voué au conflit et à la ruine.
Alors, quand vous lisez la phrase suivante, évidemment, par les temps qui courent, ça peut agacer, mais comme je ne suis pas de cette époque, bien que, pour que l'être humain puisse établir la relation la plus naturelle, c'est quoi la relation la plus naturelle? Celle du mâle à la femelle. Il faut qu'intervienne un tiers qui soit l'image de quelque chose de réussi, le modèle d'une harmonie. Ce n'est pas assez dire, il y faut une loi, il y faut une chaîne, il y faut un ordre symbolique, l'intervention de l'ordre de la parole, et il ajoute, c'est-à-dire du Père. Il ne s'agit pas du Père naturel, mais de ce qui s'appelle le Père, sans majuscule. L'ordre qui empêche la collusion et l'éclatement de la situation dans son ensemble est fondé sur l'existence et de ce nom du Père. Voilà la première occurrence de cette notion de nom du Père, à ma connaissance. Il n'y a pas de majuscule là. Justement, donc, tout ce séminaire, au fond, est une réflexion extrêmement bouillonnante et riche sur qu'est-ce que c'est que le symbolique, c'est-à-dire le langage, parce que souvent le symbolique, c'est quoi le symbolique? Les Jungiens, ils pensent pas. Bref, le langage, avec ses distorsions, avec ses formes, etc. Et surtout, et également, son interaction avec l'imaginaire. On voit déjà, dès le départ, là, enfin c'est quand même le départ, le séminaire 3, c'est ce qui sait s'approcher, ce qui sera plus tard ce qu'il a appelé le nœud borroméen, c'est-à-dire que l'imaginaire et le symbolique, ils ne sont pas dissociables. S'ils sont dissociés, c'est que... Donc ce père est garant du symbolique, en quelque sorte. Ce symbolique, il ajoute d'ailleurs cette loi antérieure à chacun de nous. Avant même de naître, le langage est là. Avant même que nous naissions, une structure existe dans laquelle nous allons être pris. C'est pas du Lacan, hein, c'est du Freud. Freud, quand il reçoit le petit Hans, là, le petit gamin là, qui vient, il fait peur des chevaux, là, il lui dit, avant que tu naisses, je savais que, etc. Avant même que nous naissions, nous allons être pris dans... Il y a une notion très importante là que Lacan va traiter, commenter, c'est la notion de, un terme freudien, il avait fait un séminaire avec Hippolyte, qui était le directeur de l'École normale supérieure, sur un article de 3 pages de Freud, mais qui vaut son pesant d'or, si je puis dire, qui est Die Verneinung, qu'on a traduit par la négation, la délégation, la machin truc. Et ils ont commenté ensemble ce texte dans les années... Ça devait être dans les années 48, 50, par là. Cette notion de Bejahung, qui est très importante, dont il faut que nous nous concentrions un peu là-dessus, c'est-à-dire le sujet, au départ de son cheminement, il fait une Bejahung, c'est-à-dire l'affirmation de ce qui est. Ça me travaille, moi, cette affaire, parce que aujourd'hui, nous sommes dans, vous savez, on est inondé par cette notion qu'on appelle le big data. C'est pas les données, le big data. On parle de ça, les sociétés, les big data, etc. Il faudrait un jour quelqu'un, s'il veut le faire une relation entre la Bejahung freudienne et le big data de Google, pour voir un peu. Parce que dans cette Bejahung, le sujet délimite un certain champ dans lequel il va s'inscrire. Ça va être son monde à lui. Il affirme ce qui est. Il fait sa petite big data à lui, qui n'est pas big. Et malheureusement, du coup, cette délimitation d'un certain espace, d'un certain nombre de données, de certaines data, on pourrait dire aujourd'hui, élimine des choses. C'est du small data. C'est du medium data. Et alors là, je n'ai pas retrouvé, j'avais demandé
quelqu'un, mais on n'a pas retrouvé. Je trouve que ce séminaire est très précieux parce qu'on dit toujours, ah Lacan, il dit jamais les trucs. Mais ici, il est dit, sauf qu'il les souligne pas. Comment on dit ça aujourd'hui? Il les stabilose pas. Hein, Stabilose pas. il les stabilose pas. Mais si vous lisez attentivement, tout y est. Je n'ai pas retrouvé quel est le contenu de comment, dans d'autres termes, comment un sujet arrive à cette assomption d'être père, d'assumer cette fonction de père. Vous allez voir, je vais dire tout à l'heure que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit là. Bon, bref. J'ai retrouvé deux choses dans le thème, mais je crois qu'il y en a une troisième. Donc, sachez que désormais, dans la nouvelle structuration de notre groupe, il y aura des travaux à la maison, des devoirs. Si vous pouvez retrouver, peut-être, l'assomption, pour qu'un homme devienne père, il faut qu'il intègre dans cette Beyahoung, je croyais 3 choses, mais là j'en ai trouvé que 2. La première est celle qui... c'est le traitement des morts, la question de la mort. Comment intégrer la mort en cette question de la mort? Souvent des gens qui sont mal, une fois qu'ils ont une expérience de la mort, ils vont mieux. Comment reconnaît-on un être humain quand on a des ossements éparpillés, par exemple? C'est que il y a des... Je dirais pas un cimetière, mais il y a une urne, ces ossements sont enfouis. Ces ossements se trouvent généralement dans des urnes, dans des poteries, n'est-ce pas? L'être humain est le seul animal qui traite le corps de ses morts, qui l'enfouit, qui est à l'abri, etc. Appelons ça l'enterrement. Hein. L'être humain, c'est cet animal qui enterre ses morts. Qui enterre ses morts et qui met aussi sur cette tombe, prenons notre cas plus proche, et qui met une pancarte, le nom du type. Il s'appelle Jean, Jacques, Paul, peu importe. Lacan commente ça longuement en disant, au fond, ces noms dont ça permet de garder la structuration de cette fameuse chaîne des générations. Deuxième signifié dans le signifiant du nom du Père, je dis qu'il y en a 3, mais je n'ai pas trouvé le troisième, je répète, c'est la question féminine. La question féminine. Je vais vous lire ce qu'il écrit, il vaut mieux le lire lui que je veux dire, page 99, toujours du même séminaire. Le phénomène psychotique et son mécanisme. Oui, vous savez, il y a un commentaire indéfini sur ce pauvre Schreiber sur lequel tout le monde a écrit des trucs. Il se pose la question, pourquoi soudain ce Schreiber, il a déclenché son délire. Qu'est-ce qu'il n'a jamais intégré? Le président Schreiber n'a jamais intégré d'aucune façon aucune espèce de forme féminine. Pour devenir un homme, au sens masculin, il faut intégrer en soi quelque chose de la forme féminine. C'est la répression d'une telle tendance, de ce rejet ou le refoulement de telles pulsions plus ou moins transférentielles. Bon, si je saute ça, c'est pas... Il doit bien avoir quelque chose d'un peu plus proportionné au résultat dont il s'agit. Je vous indique par avance qu'il s'agit de la fonction féminine. C'est rare qu'il emploie l'expression fonction féminine. Dans sa signification symbolique essentielle. Et que nous ne pouvons la retrouver qu'au niveau de la procréation. Vous verrez pourquoi. Faire la part. Nous ne dirons ni émasculation, ni féminisation, ni fantasme de grossesse. Cela va jusqu'à la procréation. La question de la procréation, c'est l'épreuve de vérité dans laquelle se rencontrent les hommes et les femmes. Et ça, c'est un truc dans ma pratique, si vous voulez, qui m'a beaucoup
vous raconte un petit bout d'une histoire. J'avais un patient, je l'ai souvent raconté, mais bon, il faut rabâcher un peu. Il était avec une charmante personne. Il est venu me voir juste après, d'ailleurs. Il était avec une charmante personne et elle est tombée, on dit tomber enceinte. C'est comme ça qu'on dit en français. Mon fils, qui est gynécologue, il dit « Je déteste cette expression tomber enceinte ». Bon, d'accord, il déteste, mais comme ça. Elle était enceinte de ses œuvres. Et il la voit un jour assise sur le lit, sur leur lit, avec son ventre qui depuis avait grossi. Il l'a quittée sur le champ. Il n'a pas pu supporter un ventre d'une femme enceinte pour un homme, au sens du masculin, est quelque chose d'inimaginable. Ça peut déclencher des réactions. Ça, généralement, la première réaction que ça déclenche, c'est d'abord la fuite. Ah non, je veux pas d'enfant, non, pas question. Hein, non. Mais ça peut déclencher une psychose. Dans le cas dont je vous ai parlé, il s'est enfui. Il a eu une autre liaison avec une autre femme, tout aussi charmante. Et voilà que... Mais là, j'étais le grain de sable, au milieu. Et voilà qu'elle tombe enceinte, et elle a commencé, ah non, je l'ai attrapé par la peau des fesses, et je l'ai ramené sur le divan en lui disant, ouais, vous avez fait le coup une fois, on ne va pas le refaire tout le temps, vous avez mieux à faire que vous sauver tout le temps. Voilà ceux qui n'ont pas du tout à un moment déficitaire, mais à un moment sommet de son existence, se manifeste à lui sous la forme d'une irruption dans le réel, de quelque chose qu'il n'a jamais connu, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans sa béyangue, d'un surgissement, d'une étrangeté totale. Une femme enceinte et pour un homme d'une étrangeté totale, il faut se le mettre dans la tête. Mais comme c'est tout le quotidien, on finit par ne plus. Qui va progressivement amener à une submersion radicale de toute cette catégorie, jusqu'à le forcer à un véritable remaniement de son monde, c'est-à-dire à sa psychose. C'est quand même quelque chose qu'on oublie, enfin bon, tous les gens qui parlent du nom de Dieu, il faudrait qu'ils reviennent aux données basiques de la procréation. Il s'agit du rapport d'un homme et d'une femme à ce moment de vérité qui s'appelle une grossesse. Voilà le nom du Père, donc. Il y a un autre endroit où Lacan donne du contenu, du signifié, donc, à ce signifiant. Il y en a plusieurs autres. Et il y a le séminaire L'identification, je crois. Dans ce séminaire, Lacan, très clairement, définit ce qu'il appelle un père. Un père, c'est un monsieur, en général, qui dit deux propositions. Une proposition qui s'adresse à sa progéniture, son fils ou sa fille, et qui lui dit « Celle que j'ai désirée, tu ne la désireras pas. » Chasse gardée. Mais il y a une deuxième proposition simultanément, qui s'adresse cette fois-ci à la mère. Cet être que tu as produit, ton fils ou ta fille, c'est pas toi, tu ne le réincorporeras pas. C'est ce qu'il dit, tu ne le réincorporeras pas. Le verbe réincorporer au futur. Alors, quand vous lirez le séminaire 3, si vous ne l'avez pas déjà lu, quand vous le relirez, vous verrez que ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une sorte de bouillonnement, d'un peu confus. Et j'ai trouvé même sous sa plume, parce que nous avons une discussion un peu vive l'autre fois avec Myriam, la notion de pacte. C'est écrit dans le séminaire. Donc quand je l'ai employé, c'était une réminiscence de quelque chose. Il parle du pacte qui lie hommes et femmes dans cette affaire. On pourrait dire aussi d'alliance. En hébreu, on aime bien le mot alliance. Brit, c'est de l'alliance. Bon, pacte, alliance. Il y a un autre passage qui m'a beaucoup intéressé. Moi, c'est un
un passage dans l'instance de la lettre. C'est le discours qu'il a fait, je crois, à la Sorbonne. Le texte qu'il en a sorti, qu'il a écrit, qui s'appelle donc l'instance de la lettre, dans lequel il écrit comme ça le nom du Père, il met en haut comme une fraction. Toute sa vie, il a été comme ça, un peu tourmenté par les mathématiques, par tout ce qui ressemble à des mathématiques. Bon. Il a fait comme une fraction. En haut, il y a le signifiant du nom du Père, mais ce signifiant recouvre un signifié qui est le désir de la mère. C'est écrit. C'est-à-dire, au fond, le Père, il travaille pour la mère. Il est l'écran du désir de la mère. Il la métaphorise. Alors, toutes ces considérations, bon, ça mériterait tellement plus, mais bon. Toutes ces considérations m'ont conduit à proposer deux avancées, deux propositions nouvelles, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois le travail intellectuel. C'est à la fois totalement enraciné dans l'héritage que nous avons reçu, mais également voir où est-ce que ça... les failles un peu... Il y a eu un moment très important dans ma pratique, c'est la rencontre un jour d'une dame alcoolique qui est arrivée à mon cabinet complètement déjà tout à fait alcoolique, quoi, accompagnée de son mari qui la soutenait parce qu'elle ne tenait pas debout. Alors, je vous la raconte, peut-être ça, je l'ai raconté dans un petit livre qui s'appelle « Les femmes et l'alcool ». Ça, c'est pas de l'alcool, c'est de l'eau du robinet, je crois. Et moi, j'y connaissais rien, l'alcool, je ne comprenais rien. Et quand vous ne comprenez pas un truc avec un patient, ce que vous avez à faire, c'est vous l'accueillez avec le présupposé que lui, il sait beaucoup de choses sur ce dont il souffre. Vous n'êtes pas... quand on vient avoir un analyste, on ne va pas avoir forcément un spécialiste. On va avoir quelqu'un qui sait ouvrir un espace que le sujet, le patient va occuper et dans lequel il va déployer son savoir à lui. C'est lui qui va nous... Tout ce que nous savons, nous l'apprenons de nos patients. Depuis Freud. Donc cette femme... mais bon, il faut avoir quand même une petite touche personnelle, quoi, une petite formation. Je ne sais pas comment dire ça. Donc cette femme était arrivée, et puis je ne savais pas quoi faire avec elle, sauf que j'avais trop... Bon, entre nous, ça... Le courant passé, si vous voulez, donc je me suis mis dans la position d'accueil, mais quand même j'étais bien embarrassé, parce que cet alcoolisme était vraiment aigu, et ça lui prenait comme une espèce de crise qu'elle faisait. Son mari est arrivé à la maison, il l'a trouvé tombé sur la moquette de la maison, et une bouteille de whisky totalement vide à côté d'elle. Donc elle buvait la bouteille de whisky, Johnny Walker, je ne sais pas quoi. Je ne savais pas... bon, jusqu'au jour où, pour le faire bref, elle m'apporte, j'avais rien demandé d'ailleurs à ce sujet, elle m'a dit, regardez les analyses que j'ai faites du foie et tout ça, parce qu'on m'a dit, avec tout ce que je bois, je dois avoir le foie démoli. Regardez, tout est bon. Les analyses sont parfaites. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai jamais été malade, sauf... elle m'a dit, sauf une fois, mais avec un petit... ricanement. Et c'est ce petit ricanement qui m'a, comment dire, qui a fait déclic. J'ai dit, attendez, sauf quoi? C'est quoi ce votre... Pourquoi vous avez ricané? Mais non, mais c'est rien. Ça commence, vous savez, le rien, ça commence à être intéressant. Bref, en me faisant une légère pression, elle va me raconter, mais non, mais bon, bah, nous y sommes, allons-y. Bref, cette dame était avec son mari, elle faisait des recherches pétrolières, je ne sais où, quelque part en Asie, et il a fallu l'opérer de l'appendicite. Elle avait une appendicite. Et son mari, donc, a été choper les chirurgiens. Il dit, voilà, nous avons des enfants. Lui en avait, parce que c'était un deuxième mariage. Il était beaucoup plus âgé qu'elle, d'ailleurs. Il avait des enfants de premier lit, comme on dit. Elle n'en avait pas.
Et elle dit, nous avons déjà des enfants, ma femme ne supporte pas la pilule, moi je ne supporte pas les préservatifs, alors faites ce qu'il faut. Je suppose qu'en disant ça, il avait dû aligner quelques billets de 100 $, mais je ne suis pas sûr de l'alignement des billets. Et au réveil, le chirurgien dit dans son bon anglais, « Madame, tout va bien, on a fait le nécessaire, vous pouvez être tranquille maintenant, plus besoin ni de pilule ni rien. Votre mari nous a prévenus. » Ah, elle dit, il aurait pu m'en parler. Et puis elle dit, mais il a bien fait, ça va, ouais, c'est bien. Ils avaient, je ne sais pas si ligaturé ou coupé ou peu importe, enfin une chose barbare de toute façon. 3 mois après cela, première cuite, première bouteille de whisky vidée sur le truc. Ce qui est marrant, c'est qu'elle faisait absolument... Elle me dit, mon mari, mais c'est l'homme le plus merveilleux du monde, il est si beau. Bref. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas merveilleux, d'ailleurs. Mais cette mise en connexion, de cette trahison, de ce profanation de ce fameux pacte dont on parlait tout à l'heure, une femme qui a perdu, à qui qu'on a comme ça profané, eh ben, elle n'a pas beaucoup d'issue. Elle a la drogue, elle a l'alcool, le suicide. Alors ce pacte, ou cette alliance qui nous lie entre hommes et femmes, c'est la guerre. Tout le monde sait ça. Il y a au moins un point sur lequel nous avons traité entre nous, qui fait que cette guerre elle reste dans des limites plus ou moins raisonnables. C'est le nom du Père. C'est le nom du Père. Nous avons un pacte homme-femme nous devons avoir la plus haute considération pour cette chose magnifique, pour cette espèce de chose mystérieuse et sacrée qu'est la fonction féminine dans le fait de porter les générations suivantes. Et le respect qu'une femme a pour père de ses enfants, s'il est respectable, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je dirais que c'est là que je situerai, moi, ce pacte, cette alliance, dans ce bazar qu'est la vie entre hommes et femmes. Il y a un endroit où ça s'arrête, où on se respecte. On n'a pas le droit. Il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Ce que j'appelle la profanation. Une femme profanée, ça peut être parce qu'il lui est arrivé à cette pauvre femme, c'est-à-dire la castration chirurgicale, qu'elle n'avait même pas demandé. Soit l'inceste aussi. Dans l'inceste, il y a cette dimension. Tu ne m'as pas... Deuxième avancée que je voudrais faire ce soir, je vous ai rapporté que Lacan, dans le séminaire sur l'identification, il dit le père, le discours paternel, si vous voulez, tient 2 propositions. Le respect, le refus. Tu ne désireras pas l'objet de mon désir. Et deuxièmement, et moi je dis qu'il y a une c'est là qu'il y a une carence dans la théorie analytique. Il y a un 3e énoncé quand même. Il y a un 3e énoncé qui est celui « Tu ne tueras pas ton frère ». L'interdit du meurtre du frère. Et ça, c'est une grande carence dans la théorie analytique. S'il y a une association qui s'appelle l'IGH, c'est parce qu'il y a cette carence. Voilà, sachez-le une bonne fois, si ça s'appelle comme ça, c'est à cause de cette carence. Quand la Bible mit à l'origine de l'humanité le meurtre du frère, et que Freud n'a rien vu, ça... Alors les analystes, ils font des belles analyses, ils épuisent le Oedipe, plus ou moins, je ne sais pas, et ils vont terminer, et ils s'entretuent entre frères. Dans les associations analytiques, c'est la règle. Voilà, donc on finit notre analyse, et puis on va se faire la guerre d'un analyste à l'autre. Voilà je répète, les 2 avancées. La première, c'est que cette notion... Oui, dans le livre sur les femmes et l'alcool, j'avais essayé d'inventer un mot. Je voudrais trouver un mot qui dise la chose. Ce fait qu'au fond, la paternité, la maternité, ça n'existe pas. Je veux dire,
indépendamment, c'est pathologique, je veux dire. Normalement, la paternité, la maternité, comme dans la fameuse proposition de Lacan signifiant paternel sur le désir de la mère, les deux choses vont de pair. C'est un seul truc. Ce que j'ai appelé dans ce livre, petit livre, j'ai appelé la pas-maternité. Si vous avez mieux à me proposer, ce sera bien reçu. Il s'agit de fusionner dans un seul signifiant ces deux fonctions, cette fonction féminine essentielle et cette fonction masculine essentielle, elles ne fonctionnent pas l'une sans l'autre, elles vont ensemble, elles sont la même chose. C'est ça pour moi le nom du Père. Donc, deuxième proposition, donc la pas-maternité. Deuxième proposition. Nous avons une forclusion dans la doctrine analytique, c'est le fratricide. Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, cette irruption à partir de ma réflexion sur le fanatisme et le terrorisme et toute cette chose surréelle qui nous a endeuillés, qui nous endeuille toujours d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit fini, la question fraternelle. Il suffit de voir comment, par exemple, dans l'islam, les chiites et les sunnites s'entretuent. Ils sont en train de s'organiser des deux côtés, là, les sunnites. Ils achètent des avions à la France par centaines pour aller bombarder leurs frères chiites et probablement cet éclatement fraternel est une des grandes tragédies et la cause peut-être la plus grande cause de la tragédie humaine. Voilà ces quelques réflexions que je voulais vous apporter ce soir. 3 quarts d'heure, ça va. Merci Gérard. Donc les femmes et l'alcool nous ont amené à la question du nom du Père. Tu nous as pris pour des dupes. Pour des Dupes. Non mais c'est très joli cette expression, les noms du Père. Alors en quoi les noms dupes errent? Parce qu'en fait il y a quand même un clin d'œil au moment où Lacan a été brisé dans son élan. Et quand il a rebaptisé son séminaire les noms dupes errent. Mais c'est un autre séminaire, bon. Ouais. C'est très intéressant cette expression non du père, parce que il disait cela d'ailleurs dans l'homme moderne, notre contemporain, à cause de Freud. Ça rejoint peut-être le travail, un livre récent de Safouan là dont Anne peut-être nous parlera un de ces jours. L'homme contemporain, à cause de Freud, il est capable de refuser son destin. Il peut dire, ouais, je sais ce qu'il y a dans mon... J'ai fait une analyse, je sais, mon inconscient, je m'en fous. Fait un bras d'honneur. Lacan, la position éthique qu'il a voulu avancer, c'est que nous devons être dupes de nous. Les gens qui jouent au petit malin, ouais, moi j'ai fait une analyse, je suis au courant de tout ça, hein. Je suis pas obligé, moi, bon. Dans ce séminaire, Lacan nous invite, et ça m'a touché personnellement, parce que j'étais dans cette position. Je suis non dupe. Et vous n'avez pas une idée. Prenez cette expression dans votre pratique quotidienne avec vos patients, surtout les masculins, vous verrez l'importance. Combien d'hommes, ils ne veulent pas être dupes. Moi, je vais être dupe de cette femme. Et puis quoi encore? Moi, je vais être dupe. Non, moi, je fais ce que je veux. Moi. Je suis jeune, je suis... Voilà, vous voyez. Ce séminaire, Lacan nous invite à être dupe de notre inconscient, être accepté de notre inconscient. Voilà, d'aimer notre inconscient, d'accepter ce qui manigance. Moi, j'ai pas de stratégie dans la vie. Je laisse venir ce qui vient. Ce qui vient, c'est quoi? C'est l'inconscient qui bien sûr, il y a des barrières, il y a des freins, il y a tout ce qu'il faut. Mais cette notion d'être dupe, c'est un pas en avant important dans la clinique. Hein. Justement, si on fait encore un autre pas en avant, on voit qu'à notre époque, plus personne n'est dupe. Parce que finalement... Eh bien, ils sont errants. Voilà, et c'est le lien que je voulais que tu nous proposes. Ben oui. Finalement, le dévoilement de la psychanalyse et la vulgate dans le langage courant des concepts psychanalytiques, ça me fait penser à une anecdote clinique que je raconte aussi souvent.
d'une maman et d'un papa qui viennent avec un enfant, et de la maman qui dit avec un sourire radieux, il vient dans mon lit toutes les nuits, et papa s'en va, c'est l'Oedipe, donc tout va bien. Ben, elle a lu Freud, elle sait tout le monde sait tout aujourd'hui. Alors, on en est où, puisqu'on n'est plus dupe de rien? Eh bien, on est errant. On est dans cette espèce d'errance, de cette espèce d'état, comment dire, cette espèce de confusion généralisée. Lacan, à la fin de sa vie, il avait trouvé une formule, je me rappelle, c'était à Sainte-Anne. Il y avait une dame qui s'appelait Viviane Gaumont, je m'en souviens, j'ai encore de la mémoire. Elle lui a dit mais alors, est-ce que vous pensez... Il lui a dit tous à l'asile, il disait ça. Alors elle, mais non, attendez, je voudrais... Il lui répétait tout le temps tous à l'asile. L'homme moderne semble être condamné à une psychose généralisée. Regardez ce qui se passe. Trump, Netanyahou, c'est pas des psychotiques, ces gens-là. C'est des psychotiques. Ils sont en train de nous entraîner à la catastrophe et on est dupes. On n'est pas dupes. On sourit, c'est pas grave, on verra bien, ça ne nous concerne pas. Nous sommes cette volonté de ne pas être dupes, de rejeter toutes ces structures symboliques que nous avons héritées, qui nous étaient antérieures, et que l'on se croit très fort de le faire. Ça, pour moi, je suis peut-être un vieux réac, ça n'annonce rien de bon. Rien de bon. Ça provoque des réactions violentes parce qu'il y a des gens qui se révoltent. Mais ils se révoltent de la mauvaise façon. Est-ce que le terrorisme n'est pas une réaction contre cette espèce de délitement, cette espèce d'injustice généralisée? C'est absolument abominable le terrorisme. Mais c'est une réaction de révolte violente contre l'état du monde dans lequel l'Occident conduit dans son planète. De toute façon, l'Occident maintenant a perdu la bataille, on peut dire. Dans 20 ans, c'est les Chinois, c'est je ne sais pas qui. Vraiment. Quelle bataille? La bataille, nous l'avons perdue, économique, politique, culturelle, tout ça est en train de foutre le camp. Quel est le bon, je ne veux pas trop aller là-dedans, parce qu'il y a quelques années, au début du XXe siècle, Paris, Rome, était le pôle d'attraction de l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, on veut bien en touriste voir un peu les tombeaux que sont ces grands monuments que la civilisation occidentale a créés. La civilisation occidentale, elle s'est suicidée. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand écrivain allemand pour qui j'ai une grande admiration, que j'ai une découverte des dernières années, qui s'appelle Sebald. Ceux qui n'ont pas lu Sebald devraient le lire. Et en particulier, deux livres, Austerlitz, qui est un roman superbe, et puis une conférence qu'il a faite qui s'appelle sur de la destruction, où il dit que depuis 2 siècles, l'Europe se suicide. Il parle des bombardements de Dresde, etc., entre autres. Je ne sais pas si vous connaissez Sebald. Vous connaissez Sebald? Moi non. Hein? Sebald, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il est mort. Hein? Quel est son prénom? Il n'a pas de prénom. Il met toujours W.G. Sebald, il met des initiales. C'est un Allemand qui est né en 1944 en Bavière. Et quand il a découvert ce que l'Allemagne a fait, il s'est dit, je ne peux pas vivre dans ce pays. Il va quitter l'Allemagne, il va devoir aller en Suisse, et puis il va aller s'installer en Angleterre, où il va enseigner l'allemand. Et une bonne partie de son œuvre tourne sur le génocide et toutes ces questions. Mais c'est un romancier flamboyant. Il faut lire Austerlitz, par exemple. Austerlitz, c'était un rabbin de Jérusalem qui m'a dit « Vous n'avez pas lu Sebald ?» J'ai dit « Non, il faut lire Sebald. » Je l'ai lu et je le remercie. C'est gros. Comment? C'est gros. C'est gros? Pas tellement, non, mais ça se lit facilement. Hein. Et puis le livre sur la destruction n'est pas très gros. C'est des conférences. Là. Tu es donc notre rabbin? C'était pas un rabbin, c'était un type, il nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui s'appelle André Haïdou. Et il y a un autre qui s'appelait, comment il enseigne à l'université de Jérusalem. Il a fait si vous allez sur Acadème, vous avez une conférence sur Sebald de ce type. Je ne me rappelle plus de son nom. Un juif français qui est installé là-bas.
qui a fait toute une belle conférence sur Sebald. Dans Sebald, vous avez Freud, vous avez tout ça, vous avez... Malheureusement, il est mort d'accident de voiture. Et son ami, je ne sais plus qui, a dit, quand j'ai appris ça, il faisait très froid, j'avais la main sur une rampe en fer qui devait être à moins de 10 degrés. Le choc d'apprendre la mort de Sebald, j'ai pas pu lever la main, et quand je l'ai levée, ma peau est restée collée à la rampe. C'est l'émotion qui... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a écrit de ce texte. C'est un incontournable aujourd'hui. C'est un grand... Alors, les questions, parce que là, la caméra tourne. Alors, je vais juste te demander de nous en redire un tout petit peu. La question de la profanation, tu nous as rapidement évoqué évidemment la question de la profanation dans ton cas clinique. Et puis tu nous as dit aussi que l'inceste était un cas de profanation qui débouchait, ou pouvait déboucher sur... une addiction alcoolique chez les femmes ou toxicomanie. Ou toxicomanie. Est-ce que tu dirais que dans tous les cas d'alcoolisme féminin sévère, il est question d'une profanation symbolique importante? Une profanation symbolique. Tu ne fais pas de lien forcément. Je ne suis pas sociologue et je n'ai pas de statistiques. Je témoigne de 2 ou 3 personnes que j'ai reçues chez moi. Et puis aussi un peu de littérature. Dans cette littérature, il y a un livre qui est un certain Serge Dubrovsky, qui est un scandale, qui a un succès énorme, qui est considéré comme un grand écrivain, qui est un spécialiste, je crois, de Racine, je crois, de Corneille. Les gens à la fac, ils étudiaient les bouquins de Dubrovsky. Dubrovsky a écrit ce livre qui s'appelle, je crois, le livre détruit ou le livre brisé, je ne sais plus comment. Brisé. Hein? Brisé, oui. Brisé. J'ai eu un problème avec ce truc, parce que quand j'ai écrit mon livre à moi, les biblioclasses, il avait pareil. Il m'a dit, on vient de sortir le livre brisé. Moi, je voulais l'appeler le livre brisé. Il m'a dit, c'est pris. Alors, il faut trouver un autre nom. Alors, j'ai dit, détruit. Ah non, détruit. Bref, c'est devenu biblioclasse. Peu importe. Donc, il raconte dans ce livre que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas été déporté, mais quand même la question s'est posée pour lui très gravement. Il en parle au début. Enfant caché, tout ça. Son père aussi. Son père est mort dans l'après-coup après la guerre. Et donc ce monsieur, il ne veut pas d'enfant. Comme c'est souvent le cas. Nous avons eu ce problème avec, après la Shoah, comme on dit. Il y a eu un problème dans le monde juif avec les hommes qui ne voulaient pas procréer. Je ne dis pas tous. Il me dit, il n'y a pas de la mécanique, ça. Un jour, je suis tombé sur un type qui s'appelle, un violoniste, je crois qu'il s'appelle Ilan Flammer. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais Flammer, c'est sûr. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Moi, mes parents, ils ont été déportés. Et je dis, vous êtes père, vous? Il dit, ah non. Ah ben, j'ai dit, tiens. Je crois que depuis, il a rattrapé son truc. Bref. Donc, c'était un monsieur qui avait du succès auprès des femmes, professeur. Le transfert, il n'y a pas que chez les analystes, il y a aussi à l'université. Les professeurs avec leurs petites étudiantes, c'est un vivier intéressant. Bref, un jour, il y a une histoire, il y a une grande histoire avec une jeune Allemande, je crois que ça s'appelait Ilse, je crois, de mémoire. Il lui dit, voilà, les règles d'un truc, moi je veux pas d'enfant. Il n'en avait jamais eu, hein, ni d'un premier, ni d'un deuxième. Et elle lui dit comme ça, ouais, moi non plus. Cette Autrichienne, avec tout ce qu'elle a porté en elle, culpabilité autrichienne, Hitler, tout ça. Sauf que les années passant, le mariage, son mari, tout, elle était une petite jeune et lui il avait le double. Mais voilà que le désir de maternité émerge chez cette jeune fille, chez une femme. Alors, elle tombe enceinte. Elle n'a pas pris la pilule, c'est pas bien. Elle a triché. Il dit, on avait dit pas d'enfant. Tu avortes. Une fois. 2 fois. À un moment donné, il en a marre, lui. Il lui dit, écoute, bon, tu veux un enfant, allez, hein, comme si...
il a des expressions à vomir dans ce livre, franchement. Il a eu un prix pour ça. Il serait mieux fait de me le donner à moi, le prix pour le mauvais goût de Saint-Germain-des-Prés et des Sartriens, encore sévi. Il dit qu'est-ce qu'une femme, c'est un trou qui doit se remplir. Mais comment on peut dire ça, putain? Et il faut voir l'horreur de ce livre. Bref, il dit ah ben puisque tu as un trou qu'il faut remplir, ah ben, d'accord. Si tu es enceinte de nouveau, tu le gardes. Elle tombe enceinte, on lui fait une échographie, elle a des jumeaux. Il dit j'avais dit 1, pas 2. Il oblige à avorter. Il finit par se suicider. Il fait un roman où il raconte son abomination, sans jamais un mot de remords, lui dire quand même. Donc j'ai commenté ce livre de Dubrovsky sur le livre brisé, où il raconte cette saloperie. Voilà un cas d'alcoolisme. Ilse est mort d'alcool. Parce qu'elle raconte qu'un jour, quand elle était à l'avortement, elle avait mal au ventre, elle a bu un peu de whisky. Et elle a dit, ça m'a fait... Parce que le livre est écrit à 2 voix. Elle lui dit, mais tu as menti là, dans le livre, il raconte ça. Elle boit un petit peu de whisky, elle dit, ça m'a fait tellement de bien, je me suis senti soulagé. Et puis quand il a fait avorter de ses 2 jumeaux qu'elle portait, alors là, ça a été l'alcoolisme, débridé et tout ça. Tu connais ce livre, non? Oui. Tu l'as lu? Oui. Je raconte des blagues? Non. Bon. Non, mais je crois que les cas sont... Je pense que cette forme de monstruosité, elle est de plus en plus courante. Oui, il y a quelque chose de très fréquent dans cette... D'abord dans cette absence absolue de culpabilité chez les hommes. On ne sait pas ça. Peut-être elle n'est pas spectaculaire, mais qui sait si ça ne les ronge pas quelque part. Le surmoi, il travaille dans l'ombre. On va dire, ah oui, tout va bien. Non, et Dubrovsky s'est mis à chialer, il en est mort d'ailleurs, un peu après. Donc la culpabilité apparente n'est peut-être pas là, mais intérieurement, peut-être on peut espérer en tout cas. Chez certains. Donc j'ai fait mon livre avec 3 cas que j'ai eu, j'ai été confondé, et le livre de Dubrovsky. Et si mes souvenirs sont bons, là j'ai la mémoire qui m'échappe un peu, je crois que dans Qui a peur de Virginia Woolf, il y a la question de l'alcoolisme, et je crois qu'il y a aussi une question d'une impossibilité d'enfanter. Ça me revient comme ça. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Virginia Woolf? C'est qui ce livre? C'est Tennessee Williams. Quelqu'un m'a dit que ce n'est pas toujours le cas, mais bon, peut-être bien. Mais souvent, je demande aux gens qui font de l'alcoolologie, mais quand vous recevez vous avez des listes, comme on dit. Vous devriez quand même, dans vos interrogatoires, interroger, au moins sur ce plan-là, et aussi sur le plan d'une sexualité aberrante, je veux dire par là, inceste, quoi. Et puis, avortement non voulu. Je ne parle pas des avortements. Une femme, elle a enfant, 3 enfants, elle peut plus. Bon, ça c'est pas pareil, mais ça c'est une femme qui a désiré avoir un enfant et que l'homme qui tient la place du père dans l'affaire ne tient pas sa parole. Une femme veut avorter, je vous en prie. C'est un infanticide? C'est un infanticide. Je sais pas, mais enfin je veux dire, je dénonce pas, moi je suis pas contre l'avortement. Quand j'ai vraiment dit, ah vous êtes rien. Non, moi, ceux qui veulent avorter, qu'ils avortent tant qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Ce dont je parle, c'est d'une femme qui désire un enfant. Il y en a qui ne désirent pas, pour des raisons X ou Y. Mais celle qui désire et qu'elle présente, vous savez comment Freud parle de la fin de l'Oedipe féminin, qui est si compliquée, qu'en fin de compte, elles ont dans la poche une sorte de contrat, il dit ça comme ça, qu'un jour, elles seront
sont récompensés par un enfant, et du fameux phallus qu'elle n'a pas. Bon. Elle présente l'acte, là, il dit « Ah non, 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 moi je te déchire ton truc. » Il faut la poubelle. C'est là que la pathologie se déclenche. Mesdames, je ne sais pas si vous êtes d'accord, peut-être vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça tient la route. Comment? Ça tient la route. Ça tient la route. C'est une belle expression, ça. La route, c'est, dans le séminaire, celui-ci, là, la route, c'est le nom du Père. Vous savez ça? Il y a tout un passage sur la route, Ouais, voilà. la grande route. Des questions? Ouais, moi j'aurais bien aimé si vous vouliez articuler un petit peu plus justement le lien entre la Bégaoun, donc les deux éléments dont vous avez parlé comme d'autres, et finalement cette parole paternelle qui tient fonction justement de notre père, donc les trois, pour le coup les trois points que vous avez Oui, posés. donc, ce que dit Lacan dans ce séminaire, il dit dans cette espèce de découpage, qu'il appelle la Beyaoung, c'est une espèce de découpage dans lequel on intègre une série de trucs. Si ce signifiant paternel ne fait pas partie du stock de data là, à ce moment-là, c'est ça qui crée une structure psychotique latente. Et quand la question se posait, quand par exemple, dans le cas de Schreber, il est nommé une fonction importante qu'on pourrait qualifier de paternelle, et comme ce signifiant est absent dans sa structure, quand une femme est enceinte pour un homme, comme cette fonction féminine, il n'en a aucune représentation, il n'en a aucun signifiant qui symbolise ce ventre, ce gros ventre, c'est vrai. Ça déclenche chez lui une psychose. À ce moment-là, il va essayer. C'est quoi un délire? Il ne faut pas oublier aussi un des enseignements, me semble-t-il, important c'est que le délire est une tentative de guérison. Au fond, la folie, c'était pas le délire. La folie, c'est ce qui précède. Avant de délirer, il était malade, il manquait une pièce maîtresse dans son armature symbolique, dans sa Béyaoung primordiale. Il était un peu un statut. Souvent, je le compare à des espèces de morts-vivants. Et puis la rencontre, beaucoup de ces sujets s'arrangent toute leur vie pour éviter la rencontre avec cette expérience. Ce que vous voulez dire, c'est que les trois paroles là, que vous proposez Oui. seraient un petit peu une fonction. Elles forment un package, les trois paroles. Ouais, Oui. ouais. Et la fonction qui permettrait d'articuler ou d'accéder à la Bégaoung Non, la Béyaoung est antérieure, Ah c'est oui, le ça. premier. Oui, Vraiment. mais justement, Si dans c'est le cette lien Béyaoung, entre bon, il faudrait reprendre les tout ça, deux. si dans cette Béyaoung, je n'ai aucune représentation, je n'ai aucune... Et aucune place n'a été... Ce que Freud appelle la Verwerfung, n'est-ce pas, le rejet. Ça n'existe pas. Cette notion de tout ça, des fonctions féminines, interdites, ceci, ça n'existe pas. Rien. Bon, à ce moment-là, confronté à ce moment-là, le délire se déclenche et ce que, comme souvent l'expression qu'il affectionnait, ce qui n'est pas dans le symbolique va réapparaître dans le réel. Si bien que M. Schreber, il va se mettre à devenir comme une femme enceinte et il fabrique dans son délire des éléments qui lui ont manqué dans le symbolique. Et chez tous les hommes, ça manque, n'est-ce pas? Il faut pas. Nous savons tous que, enfin, nous savons tous. Quand un monsieur va être père, souvent il a des symptômes qui sont ceux un peu comme la maternité, comme une fois les pères. Tiens, c'est marrant, pendant la grossesse de ma femme, j'avais des flatulences, j'avais mon ventre qui avait grossi. C'est la couvade. Comment? C'est la couvade. C'est la couvade. Théodore Reich a écrit tout un livre là-dessus. La couvade, où dans les sociétés dites primitives, on a ritualisé cette question qui est très difficile pour le sexe masculin,
de la maternité. Donc, ils font une petite maternité caricaturale dans la poubelle. Madame, elle a accouché, elle va travailler au champ. Monsieur va se coucher. C'est ce qu'il y a dans Théodore Heck. Il y a le film de Peter Greenaway, Le ventre de l'architecte. J'ai pas vu. Bah, en parallèle, il y a c'est de la conception à la naissance de l'enfant, et en même temps, le père de l'enfant fait un cancer digestif. Et c'est l'évolution, et la première scène c'est la scène de la conception qui se passe, si je bonne mémoire, dans un train. Et la dernière scène, je ne sais plus si c'est à Rome ou à Venise, où le père se jette dans le vide d'une église au moment où le bébé pousse son premier cri. Et il y a les deux itinéraires qui sont parallèles. Ça vous plaira, c'est en Italie. Oui. Mais il y a aussi une autre notion qu'on trouve aussi dans un autre séminaire sur la question de la livre de chair. Le livre de chair de Shakespeare dans Le Marchand de Venise. Moi j'ai vu souvent j'ai eu quelques fois, en tout cas souvent. Nous les analystes on travaille au un par un. Hein. On n'a pas de série, on ne fait pas de série, c'est au cas par cas. Quelqu'un qui avait des gros problèmes avec ça, qui avait des gros problèmes avec la question de la paternité, si vous voulez, pour rester dans le registre classique. Père déporté. Et quand finalement il va accepter la grossesse de sa compagne, il va être obligé de passer sur la table d'opération et on va lui enlever un morceau du côlon. Il a payé avec sa livre de chair, cette notion. Et Lacan a commenté, par exemple, puisqu'on on fait un peu de l'association comme ça, tout venant, la circoncision. Pourquoi il y a la circoncision, dit-il, dans le séminaire sur l'angoisse. La circoncision, ce serait cette livre de chair dont on se sépare. Dans la circoncision, il y aurait une disjonction. Si on considère que ce qui s'enlève, le prépuce, est une sorte de sexe féminin, on sépare dans la circoncision, il y a une sorte de séparation du masculin et du féminin dans cette bisexualité de l'être humain, afin de pouvoir... On ne peut pas fonctionner comme un homme vis-à-vis d'une femme si on est bisexué, enfin on a du mal, c'est difficile, quoi. Donc il faut... la circoncision, c'est dans le séminaire sur l'angoisse, qui aurait dû être suivi par le séminaire du Père, qui n'a pas eu. Mais où il y a déjà beaucoup de choses dans ce séminaire. Oui. Il y a deux choses. À un moment donné, il me semble, j'ai peut-être mal entendu, que tu as dit que pour être un homme, il faut pouvoir intégrer une forme. Mais tu n'as peut-être pas dit le mot forme, c'est une forme féminine. Et une représentation, je ne sais plus quel mot il avait employé. Mais l'autre point, en introduction, tu as dit que c'était quand même pas sans relation avec le patronyme. Et je trouve que ça, c'est un point important et qu'on retrouve aussi dans l'alcoolisme, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Oui, ça n'est pas sans relation. Je prends l'exemple, les cas qui m'ont beaucoup intéressé du changement de nom après. Le patronyme assure la chaîne des générations. Si on révoque son patronyme, on le change, on risque de provoquer dans la descendance un certain nombre de problèmes. Pas forcément l'alcoolisme d'ailleurs. Ça peut être des psychoses, ça peut être des perversions, toute la panoplie. Le patronyme, donc le nom paternel, qui n'est pas le nom du père, a cette fonction d'assurer la chaîne des générations. Donc il appartient aussi à ces trucs. Et quand Lacan parle du nom du père, il ne parle pas du patronyme. Il parle d'un opérateur qui fait coupure entre l'état de nature et l'accession, pour parler comme Lévi-Strauss, à la culture. Nature et culture. C'était le grand dada dans les années 60-70. Mais ça reste intéressant et important. Aujourd'hui, on a Luc Ferry, on a machin, on ne parle plus de ces choses-là.
Et si oui, mais si on a épuisé, on peut en rester là. Hein. Alors une dernière question. C'est une question très clinique. Est-ce qu'il n'est pas plus aisé, la question de la représentation du ventre pour l'homme, qui a été un petit garçon et qui a attendu un petit frère ou une petite sœur? Est-ce que dans l'histoire de l'homme dont tu parles qui accède à la paternité, il n'y a pas de toute façon son histoire de petit garçon qui à un moment donné s'est confronté au ventre de sa maman avant de se confronter au ventre de sa femme? En l'occurrence, je réfléchis à ce cas précis. Le frère qu'il adore d'ailleurs, c'est son frère aîné. Donc il n'a pas... Non, je pense que c'est pas la jalousie, un souvenir traumatique de maman qui était enceinte du petit frère. Ça pourrait jouer éventuellement. Mais en tant que tel, cette chose inouïe, comment ça se fait que cet être qui est quand même un être comme moi, il a cette propriété spécifique. Dolto aimait bien parler, il dit voilà, c'est la castration chez lui. Le masculin, il est castré de ce côté-là, si on veut. Non, je veux dire, si on met le mot castration à toutes les sauces, pourquoi ne pas laisser? C'est clair, c'est simple. C'est une chose inouïe. Une chose inouïe qu'un autre être est en train de pousser dans le ventre d'une autre. C'est quelque chose d'inouï. C'est déjà inouï pour la femme elle-même. Comment? C'est déjà inouï pour la femme elle-même. C'est déjà inouï pour la femme elle-même. Mais elle le sent, elle le vit. Il bouge. Le truc. Mais lui, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais c'est quoi ce truc? Bon, il se le dit pas comme ça, mais il fait des crises d'angoisse. Bref. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Et évidemment pour la femme. Mais elle l'attendait, en général. Il ne faut pas dire que chez une femme qui est enceinte et qui garde sa grossesse, c'est qu'elle le désire, elle l'attend, et souvent elle est heureuse. C'est ce que j'ai entendu. Clôturons. En clôture, ça vous va? On peut s'arrêter là.